Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence intitulée Une seule santé en pratique. Alors 1 an, jour pour jour, après le premier confinement en réponse à la pandémie de Covid-19, la question de la santé, des systèmes de soins, de la gestion des crises sanitaires, des relations entre notre santé et celle des animaux, celle des milieux et d'une actualité brûlante, et ce, pour longtemps. Alors, peut-on anticiper et prévenir les pandémies ? Comment s'engager et être acteur, actrice des transformations des modèles de société? Économie, préservation de la santé et de l'environnement sont-ils conciliables? Cette journée, organisée par VetaGrossup et plus particulièrement par l'École nationale des services vétérinaires France Vétérinaire International, en collaboration avec les 5 ONG, alimentera les réflexions pour dessiner les politiques de prévention et de gestion de la santé de demain en France, en Europe, à l'international. Cette conférence rassemble des décideurs travaillant au niveau local, national, européen, international, des experts, des chercheurs réunis en amont via le conseil scientifique de cet événement et représentant les diverses sciences impliquées, la médecine vétérinaire, l'écologie, les sciences humaines et sociales. Ceci dans l'idée de faire d'une seule santé une réalité pratique. Au cours de cette journée, vous pouvez poser vos questions aux membres intervenant à cette conférence via le chat. Nous veillerons à les transmettre pour des réponses au cours de la journée, mais également dans la suite de cette journée. Pour ouvrir cette conférence, je vous propose une introduction animée par Léonie Vorobiev, doctorante en philosophie à l'Université Lyon 3. Léonie Vorobiev, à vous. Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette table ronde qui a vocation à traiter de une santé et surtout de sa définition, parce qu'il s'agit de comprendre de quoi nous parlons quand nous évoquons ce une santé. Alors, nous sommes a priori tous d'accord sur le principe que nous voulons engager une représentation plus systémique, plus englobante de cette santé, mais le dire, ce n'est pas le faire. Et donc, on va essayer d'évaluer un petit peu les limites qui nous freineraient dans l'action et dans sa mise en pratique. Pour en parler, nous avons 4 invités. Que j'accueille tout de suite. Alors, Charlotte Dunoyer, tout d'abord, qui est vétérinaire de formation. Elle est responsable de l'unité d'évaluation des risques en santé, alimentation et bien-être animal à l'ANSES. Nous accueillons également Marion Vidcock, qui après un doctorat en écologie est devenue chargée de recherche à la Tour du Valat. Elle est responsable de l'axe écologie de la santé et rattachée à l'UMR MIFGEC. Nous accueillons également Gwenaëlle Vourche, qui, vétérinaire de formation, a aussi fait une thèse en écologie et qui est actuellement directrice de recherche à l'INRAE. Elle est directrice adjointe de l'UMR EPIA, épidémiologie des maladies animales et zoonotiques. Et enfin, nous accueillons Jean Sibilia, qui est médecin, professeur d'immunologie rhumatologie et doyen de la faculté de médecine de Strasbourg, également ancien président de la conférence nationale des doyens de médecine. Bon, alors maintenant que les présentations sont faites, il va être question de traiter de ce une santé. Et puisque nous sommes tous d'accord sur cette pensée un peu plus systémique, puisque nous voyons bien par nos connaissances scientifiques que nous avons besoin d'un équilibre écosystémique, nous voyons aussi par notre dimension sensible que nous sommes des êtres vulnérables parce que nous sommes vivants, et ça dans une immense diversité. Être vivant, c'est forcément être en relation, c'est forcément être en dépendance, voire en interdépendance. Alors tout cela, nous le savons, nous le partageons, mais alors pourquoi, dans ce cas-là, avoir besoin de créer un concept nous fédérant, ce une santé? Pourquoi avoir besoin de créer un colloque et du débat sur le sujet? Je vous propose d'en parler avec Jean Sibilia, à qui je donne la parole. Merci beaucoup Léonie, merci et bonjour à tous et merci d'être là aussi nombreux. Ça montre bien l'intérêt qu'on porte tous à ce sujet qui est l'introduction de Léonie l'a démontré et l'a dit avec des mots très beaux et très forts en fait. Hein. L'interdépendance qui nous lie, qui est évidente, qui est une évidence, est un enjeu de cœur pour tous, mais force est de constater que ça n'est pas un enjeu pratique pour tous. Et je m'exprime au nom des professionnels de santé et des médecins en particulier. Pour tous les médecins, c'est un enjeu de cœur et on est tous concernés. On se sent tous concernés, mais il n'y a pas réellement encore de prise de conscience collective de cet enjeu-là. Pour une raison assez simple, et on en débattra pendant cette conférence, c'est que le colloque singulier entre le médecin et le patient est un colloque curatif, où on s'adresse au patient. Et on n'est pas forcément dans une démarche collective et de prévention. Et je pense que c'est un point fondamental, et je pense qu'il faut sortir, tout en conservant évidemment ce lien fondamental entre le médecin et le malade, mais avoir aussi la dimension collective
de cette santé globale, une santé pour tous. Et ça a des conséquences, Patrick, et j'espère qu'on tirera de ce colloque et des ateliers des actions à mettre en œuvre collectivement. On y reviendra certainement, mais en tout cas, sachez que pour le monde médical, c'est un enjeu de cœur, mais qu'aujourd'hui, on n'est pas passé à l'action et qu'il faut qu'on passe à l'action ensemble. Merci Charlotte Dunoyer, s'il vous plaît. Oui, merci. Bonjour à tous. Mais écoutez, moi, puisqu'on parle de One Health en pratique, je vais vous donner 2 exemples justement pratiques de terrain sur ces aspects de One Health. C'est vrai que la France a eu une politique sanitaire très rigoureuse pendant des dizaines d'années, et les efforts de tous les acteurs de l'élevage depuis 1950 à peu près a permis à notre territoire de se débarrasser de la plupart des grands fléaux sanitaires, dont certains sont bien sûr des zoonoses. Par exemple, premier exemple, la tuberculose bovine. La lutte contre cette maladie a démarré en 1954 avec des mesures extrêmement lourdes de dépistage systématique des animaux, d'abattage des animaux infectés, de traitement des produits animaux. Donc une politique sanitaire tournée essentiellement sur la santé animale et l'assainissement des produits pour les humains. Et ainsi, en 2001, donc vous voyez 1954-2001, la France a obtenu un statut indemne de tuberculose bovine, même si il restait quelques foyers résiduels qui continuaient à être déclarés. Et bien entendu, la France doit surveiller et maîtriser ces foyers résiduels, mais néanmoins, on peut dire que cette politique sanitaire a été une réussite quelque part. Cependant, aujourd'hui, à chaque fois que l'on étudie ces foyers résiduels et qu'on cherche à les maîtriser, on s'aperçoit et on se rend compte que les écosystèmes sont partie prenante dans la problématique. Que ce soit en forêt de Bretonne, que ce soit en Côte d'Or, que ce soit en Dordogne, à chaque fois, on a une prise en compte des écosystèmes dans la problématique. Nous avons des cerfs, des sangliers, des renards, des blaireaux qui peuvent faire partie du système multi-hôte de la tuberculose bovine. Et ça nous fait prendre conscience qu'il faut intégrer la dimension environnementale dans nos travaux. Et ça, c'est relativement récent, on va dire. Même question, même situation pour la brucellose, qui est aussi une zoonose. Découvrir, franchement, la brucellose dans une population de bouquetins en 2012 dans les Alpes françaises, ça a quand même été une surprise totale. Et ça a fait prendre encore une fois conscience que les écosystèmes n'étaient pas séparés du reste du vivant, évidemment, et qu'il fallait intégrer cette dimension de l'environnement dans nos problématiques. Alors, que ce soit les scientifiques ou les gestionnaires, ce que nous appelons les gestionnaires à l'ANSES, ce sont tous ceux qui doivent maîtriser les risques et qui prennent des décisions de lutte. On a tous été amenés à trouver et adopter des méthodes pour préserver à la fois la santé publique, la santé animale et préserver aussi l'équilibre des écosystèmes. Mais ça n'a pas été simple et je pense que ça ne l'est pas encore complètement parce que les raisonnements par compartiment sont quand même encore dans tous les esprits. Il faut changer ses habitudes de raisonnement et en plus, en général, en urgence parce que très souvent, les questions pour lutter contre ces maladies sont des questions en urgence. Il faut agir très rapidement. Merci Gwenaëlle Vourch. Bonjour à tous, ravie de participer à ce colloque. Et donc, comme l'a bien illustré Charlotte, on voit que la police sanitaire, la prévention, la biosécurité, elle a basé sa réussite sur le fait finalement de limiter les flux de micro-organismes entre les êtres vivants et quelque part s'appuie sur les liens qui peuvent nous réunir entre les êtres vivants pour les interrompre. Mais les zoonoses émergentes et la Covid-19 en particulier nous rappellent de façon assez douloureuse que nous sommes toujours liés aux êtres vivants et que même quand on essaye d'étanchéifier les compartiments, là, typiquement, on est relié à un virus de chauve-souris à l'autre côté de la planète. Donc ce que nous vivons là, c'est une expérience corporelle, finalement, d'un enchaînement d'événements qui sont eux-mêmes encastrés dans la crise écologique. Et tout ça, ça nous met face à nos responsabilités en tant qu'humains. Et c'est pour ça qu'on a besoin de penser ensemble ce concept une seule santé. Donc on comprend bien l'intérêt de ce concept rassembleur qui traduit cette interdépendance. Mais en vérité, si on creuse, et c'est pour ça que c'est compliqué,
c'est qu'il revêt une diversité de définitions, d'objectifs et de moyens. Par exemple, si on prend la santé humaine, on reprend la définition de l'OMS, l'objectif c'est d'atteindre le bon fonctionnement, l'état physiologique, l'absence de maladie, le bien-être. On veut éviter les morts et les malades et on met les moyens maximum à disposition, la prévention, vaccins, traitements. Si on passe à la santé animale, en particulier des animaux de production, on peut avoir une définition un peu similaire de la santé, mais on ne va pas y attacher les mêmes valeurs. Est-ce que la santé animale est un objectif en tant que tel ou un objectif vis-à-vis d'intérêt économique et de lien avec la santé humaine? Et donc on voit tout de suite qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte et que les moyens aussi qu'on utilise ne sont pas les mêmes. Biosécurité, on peut même avoir recours à des abattages massifs. Après, si on part sur la santé, parle de la santé des écosystèmes, là, ça devient même un peu plus flou. Est-ce qu'on a une définition partagée de qu'est-ce que la santé des écosystèmes? Est-ce que elle est définie en fonction de services rendus pour l'homme, finalement, et donc c'est une définition anthropocentrée? Ou est-ce qu'on s'attache plutôt à vouloir maintenir les capacités d'évolution d'un point de vue dynamique? Et donc, est-ce qu'il faut agir? Est-ce qu'il faut laisser faire? Voilà, on se pose des questions vraiment sur un plan différent. Et c'est pour ça que c'est compliqué de passer d'une maîtrise sanitaire finalement à la considération environnementale qui prend toutes ces interactions en jeu. Merci beaucoup Marion Wittkoch. Bonjour à tous. Donc moi, je vais représenter les écologues et le monde de la santé des écosystèmes de manière très large. Je ne vais pas revenir sur l'interdépendance qui a déjà été beaucoup développée. Peut-être juste redonner des exemples comme l'a fait Charlotte avant moi, mais dans un système plus large. Quand on parle de l'interdépendance, concrètement, ça veut dire que quand on s'occupe d'une santé, de la santé d'un compartiment, on va avoir des conséquences sur la santé d'autres compartiments. Donc moi, par exemple, je vais travailler sur les zones humides. On peut venir vers moi pour restaurer une zone humide. Et donc moi, j'ai travaillé sur la santé de cet écosystème, mais tout de suite, on va penser à quel est l'impact de cette restauration sur la santé, par exemple, des riverains, sur les nuisances qu'il va y avoir, sur les risques de maladies zoonotiques, sur les risques de maladies vectorielles. Donc on fait ce lien-là. Inversement, on pourrait imaginer, dès les décisions qu'on va prendre sur la mise en place de traitements en santé humaine, penser quelles vont être les conséquences sur la santé des écosystèmes, par exemple en termes de quels sont les résidus qui vont aller dans l'eau. On parlait tout à l'heure d'antibiorésistance. Est-ce qu'on va avoir des résidus d'antibiotiques? Est-ce qu'on va avoir des gènes d'antibiorésistance qui vont passer dans les systèmes aquatiques? Et quelles conséquences ça va avoir pour eux? Donc, très concrètement, ça veut dire quand on a une décision sur la santé d'un des compartiments, réfléchir aussi aux conséquences dans les autres compartiments et être conscient qu'on ne peut pas le faire nous dans un seul secteur, mais qu'on est obligé, qu'on est complémentaires entre nous et qu'on doit se concerter pour être capable d'avoir cette décision commune, cette réflexion commune sur les trois santé à la fois. Merci beaucoup. Alors, on voit effectivement que l'approche en silo a été pertinente à un moment donné, qu'elle nous a permis d'éradiquer effectivement certaines grandes maladies. De cela, très bien. On voit également qu'on a besoin d'une reconnaissance un peu plus large maintenant de la diversité des santé. Mais alors, notre système est quand même basé sur la biosécurité. En tout cas, elle la priorise et elle la valorise jusqu'à présent. Comment est-ce que ce concept « une santé » va-t-il véritablement transformer notre façon de nous représenter cette santé dans la pratique, dans les faits, si on est toujours centré sur la santé humaine comme une priorité, puisque tous nos métiers convergent quand même vers cette priorisation humaine? Est-ce que ce « une santé » est pertinent dans ce paradigme-là? Je vous laisse y répondre pour voir un petit peu dans quelle mesure cela transformerait à la fois notre société, mais plus pratiquement nos professions, nos représentations et nos organisations. Marion Wittkoch, je vous laisse reprendre la parole. Je vais revenir un petit peu sur ce qu'a commencé à dire Gwenaëlle tout à l'heure, c'est-à-dire, donc encore une fois, moi je vais commencer par l'aspect santé des écosystèmes. Comme Gwenaëlle le disait, c'est très difficile de le définir, puisque quand on travaille sur la santé humaine ou la santé animale dans le sens animaux domestiques, on va travailler d'abord sur les individus, ce qui est déjà très complexe, ou sur des populations, mais soit monospécifiques, soit de quelques espèces, alors que quand on est sur un écosystème, on va être sur de multiples espèces, sur la somme de plein d'espèces,
espèces, de plein d'individus, mais qui sont en lien entre eux et qui sont en lien avec leur milieu, avec l'eau, avec l'air, avec le sol. Donc on a une complexité très grande. On n'est pas seulement sur la somme des santé, on est aussi sur la santé, entre guillemets, d'un ensemble et des relations entre les différents individus qui le composent. Et comme le disait Gwenaëlle, on peut avoir des indicateurs de diversité, on peut avoir des indicateurs d'abondance, de services, donc de fonctionnalités, qu'elles soient liées à l'homme, comme les services écosystémiques ou non. Donc on a beaucoup de définitions. On peut aussi avoir la capacité de résilience, donc la capacité à retrouver ses fonctions, notamment suite à une perturbation. Et selon comment on va le définir, ça va définir ce qu'on va faire. Et même nous, au sein du secteur de la conservation des écosystèmes, ça va définir quels sont les acteurs de ce qu'on appelle la santé de l'environnement. Est-ce que c'est seulement nous, entre guillemets, qui travaillons sur les maladies infectieuses ou sur l'écotoxicologie, la pollution, ou est-ce que finalement ce sont tous les écologues, puisqu'on travaille tous plus ou moins sur le fonctionnement des écosystèmes? Et puis la question de la motivation dont vient de parler Léonie est très importante, c'est-à-dire on est tous d'accord sur le fait que travailler sur la santé humaine c'est primordial, mais quand on travaille sur les autres santé, la santé animale, la santé des écosystèmes, est-ce qu'on le fait toujours uniquement pour la santé humaine ou parce qu'elle est interdépendante de ces santé, ou est-ce qu'on le fait aussi pour les santé animales et des écosystèmes en elles-mêmes? Pour donner un exemple très concret, quand on travaille sur la santé des abeilles, est-ce qu'on travaille sur la santé des abeilles uniquement pour préserver le service de pollinisation qu'elles vont nous fournir, ou est-ce qu'on travaille aussi parce qu'on pense que les populations d'abeilles ont droit d'exister, de garder une capacité à évoluer, etc. Et il n'y a pas qu'une dimension philosophique, il y a aussi une dimension de selon quelle va être la réponse, on va avoir des actions différentes et des priorités différentes. Et on peut ne pas être d'accord et ça peut changer dans le temps et selon les contextes, mais c'est important d'en discuter. Oui, si je rebondis sur ce qu'a présenté Marion, en fait, y compris dans le secteur de la recherche, je pense que le concept une seule santé a été bien adopté au départ pour montrer l'intérêt de prendre en compte les autres compartiments que la santé humaine comme impact justement pour cette santé humaine. Par exemple, une seule santé était bien mise en avant pour l'étude sur les zoonoses, les résistances aux antibiotiques, etc. Maintenant, la prise en compte de cette complexité, de cette interdépendance, elle soulève vraiment elle est au cœur des questions de recherche qui sont soulevées actuellement, et notamment pour comprendre ces mécanismes d'interdépendance. Comment les modifications dans un compartiment en affectent un autre, comme ce dont a parlé Marion. Par exemple, quand on a l'exemple de la déforestation peut favoriser l'émergence de zoonoses, ok, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe dans les mécanismes? Est-ce que c'est parce que la circulation des virus dans les populations de réservoirs est modifiée parce que le fonctionnement des populations est modifié? Est-ce que c'est parce qu'on a une plus grande interface humain-faune sauvage? Est-ce que c'est parce qu'il y a des déplacements de population? Et puis à quelle échelle ces mécanismes-là finalement apparaissent, sont actifs dans l'espace et dans le temps? Ça pose aussi des questions. Quand on a compris un peu les mécanismes, comment réagir, quel socio-écosystème construire, avec quelles pratiques. Et c'est par exemple l'une des bases de recherche sur ces questions des mécanismes et de quel socio-écosystème construire, de l'initiative Présode sur la prévention des zoonoses émergentes à l'international. Du point de vue des questions de recherche, on a aussi des questions qui portent dans le cadre des sciences sociales et humaines. Et finalement, comment faire bouger nos organisations pour prendre en compte cette interdépendance? On voit bien, par exemple, que ces questions, elles demandent des réflexions au niveau du ministère de la Santé, de l'Environnement, de l'Agriculture. Et ben, comment on fait pour discuter, comment on fait pour faire bouger les choses, et aussi à tous les niveaux, la formation, l'évaluation, les financements. Et enfin, je voulais souligner un dernier point, du point de vue peut-être plus philosophique, éthique. On parle de santé des non-humains. Finalement, comment on les intègre dans notre pensée, puisqu'on est obligé de parler en leur nom. Et du coup, ça pose la question de notre partialité. Comment faire des choix justes alors que c'est nécessairement nous qui allons prendre des décisions pour autrui? Et c'est ce qu'on pourrait parler en s'inspirant de Bruno Latour de conflits de classe bio-géosociales. Merci.
Charlotte Dunoyer, votre micro n'est pas enclenché. Merci. On ne vous entend toujours pas. Est-ce que c'est mieux? Oui. Voilà, merci beaucoup. Vous nous demandiez quel était l'impact dans nos métiers de One Health. Moi, je dirais que c'est un peu à l'ANSES dans notre ADN. Parce que par la définition d'une agence sanitaire et du fait de ses prérogatives, l'ANSES fait un peu office d'un laboratoire des transversalités en matière à la fois de questionnement et de collaboration entre des disciplines très, très différentes. Et finalement, dès le début, en 2010, quand l'AFSET et l'AFSA ont été réunis pour former l'agence, bien l'ANSES s'est mis à faire du One Health un peu comme Monsieur Jourdain fait de la prose, si je peux dire. En tout cas, en matière d'évaluation de risque, l'approche One Health, elle se vit au sein de ce qu'on appelle nos collectifs d'experts, c'est-à-dire nos comités scientifiques et nos groupes de travail. Ce sont des groupes d'experts interdisciplinaires qui cherchent, en ce qui nous concerne, à intégrer à la fois la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes. Et j'ai parlé d'interdisciplinarité parce que pour moi, c'est plus que de la pluridisciplinarité, dans la mesure où ça suppose la confrontation de ces différentes approches qu'on a réunies autour d'un même problème. Et donc, ça suppose aussi des interactions très fortes, l'enrichissement mutuel entre les spécialistes. Et pour ça, il faut que les experts s'écoutent, se comprennent et débattent collectivement pour pouvoir résoudre ensemble une même question. Et finalement, pour moi, cette approche One Health, elle se situe dans l'application réussie de cette méthode particulière d'expertise collective. Mais je voulais aussi répondre un petit peu à la question qu'a soulevée Marion sur on fait du One Health pour quelle finalité? C'est vrai que les travaux de l'ANSES sont tous orientés vers la santé publique. Même si la santé végétale et la santé animale sont dans nos compétences, la finalité est presque toujours l'humain. Ça, c'est sûr que chez nous, c'est un peu comme ça qu'on le vit. Et je me tourne vers le médecin pour savoir ce qu'il en est de votre côté. Merci, merci Charlotte pour cette question à laquelle je vais essayer de répondre. Hein. C'est un débat passionnant, mais j'aimerais bien reprendre ce qu'a dit Marion, je crois, en introduction. Finalement, tout a été dit en 1946 par l'OMS, quand l'OMS a essayé de déterminer ce qu'est la santé humaine. Et ça n'est pas que le bien-être physique, hein, mais c'est le bien-être psychologique et social. Et je crois que ça rattrape indiscutablement la notion d'interdépendance qu'on évoquait. On ne peut pas vivre heureux et bien dans un environnement qu'on a détruit ou qu'on ne respecte pas. Donc je pense que, et c'est ce que vous disiez très, très justement, Charlotte, il faut qu'on fasse passer ce concept, qui est un grand concept partagé et quasiment indiscutable, il faut le faire entrer dans notre ADN. Et ça n'est pas rentré dans notre ADN. Et là, toute la question aujourd'hui, parce que tous ceux, nous sommes là parce que nous sommes convaincus de tout ça. Mais comment est-ce qu'on peut transformer les choses ensemble? C'est pas forcément facile, mais je pense qu'il y a des pistes et on essaiera d'y répondre. Mais moi, je vois deux volets. Le premier volet, c'est effectivement dans la santé humaine, essayer de sensibiliser encore plus. Ça peut paraître bizarre, mais à la prévention et aux enjeux de santé publique. Alors, vous voyez, on en est, on a du chemin à faire. Vous êtes déjà, vous l'avez dit, Charlotte, un peu restrictif en ne parlant que de santé publique par rapport à la santé du vivant. Mais déjà, si on pouvait avancer et faire de la santé publique un vrai thème en médecine et traiter la problématique de la prévention, je pense qu'on aurait déjà fait un grand pas. Mais il y a un deuxième grand pas à faire, et je pense que c'est pas passé encore dans la culture. Et moi, je crois beaucoup à la démocratie sanitaire. C'est-à-dire, ça ne viendra pas forcément des soignants, mais ça viendra des soignés. Et si ça peut venir des soignés et qu'on peut faire passer dans une relation de démocratie sanitaire entre le soignant et le soigné une sorte de contrat, et un contrat qui n'est pas punitif. Parce que je me rends compte que dans le monde de la santé, ce n'est pas pour tout le monde, et même parmi les soignés, parmi nos patients, la vision de l'environnement est un environnement agressif, dangereux. Et d'ailleurs, SARS-CoV-2 et la COVID-2 le soulignent encore un peu plus. C'est bien les chauves-souris et les virus des chauves-souris qui sont venus agresser l'espèce humaine. Il faut surtout sortir de ça. Donc il faut avoir une vision non pas punitive de l'environnement qui vient nous agresser et s'en protéger, mais au contraire, il faut l'intégrer dans notre vie.
Et donc, ça passe par des choses simples. Je pense que Léonie en parlerait 1000 fois mieux que moi, avec des très beaux mots. Mais il faut à la fois qu'on comprenne la valeur de la biodiversité, qui est une belle chose, et on pourrait prendre plein d'exemples. Vous savez qu'aujourd'hui, la moitié des médicaments viennent encore de la biodiversité végétale. Plus de la moitié des médicaments. C'est un exemple. Il y en a d'autres, hein, évidemment. Et au-delà de ça, et ça c'est le travail de Léonie, et je serais très heureux de le faire avec elle, ou en tout cas avec les philosophes, les épistémos, c'est essayer de faire comprendre qu'il y a une vraie valeur de l'humanisme universel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire que l'homme va tout faire et tout décider, et l'anthropocentrisme mène à l'anthropocène. On sait que cette 6e période d'extinction des espèces, elle est en grande partie due aux hommes, on peut le prendre dans tous les sens. Donc essayons de développer des valeurs positives, et pas seulement une vision un peu négative, agressive, punitive de l'environnement. Donc vous voyez, il y a plusieurs volets, le volet médical, le volet du soin, mais aussi le rapport avec les philosophes, les sociologues, les écologues, pour essayer de donner une vision positive de ce qu'est l'environnement et la diversité. Merci beaucoup. Alors, le titre de notre colloque nous pousse, c'est une vraie injonction à l'action, ça nous met en pratique, une santé en pratique. Mais alors, pour le faire, je pense qu'il y a quelques préalables, et peut-être que le premier serait une question autour de cette définition dont vous venez de traiter là tous ensemble. Est-ce que, selon vous, il faut se mettre d'accord pour penser ensemble une santé, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ou est-ce qu'il faudrait conserver une notion encore floue, que chacun pourrait s'approprier pour au moins avancer, même si c'est dans des sens différents, au moins ça nous met en action, ou est-ce qu'il va vraiment falloir qu'on détermine où se place la santé humaine dans notre rapport de valeur, où se place la santé des écosystèmes, des animaux, d'élevage, de compagnie et autres. Et à l'intérieur de cette question s'en pose bien sûr une autre, qui est celle de votre rôle en tant que scientifique. Comment est-ce que vous allez vous positionner, vous, autour de une santé Pour le dire autrement, la question, ce serait comment est-ce que les acteurs du soin, comment les acteurs du sanitaire, qui à la base se centrent sur la minimisation des risques, qui se centrent sur le renforcement de la sécurité, vont devenir des acteurs non plus que de la sécurité, mais du soin. Il y a véritablement une question du changement d'orientation professionnelle, de juste posture à engager. Comment est-ce que le professionnel de santé va changer son métier si la santé change de définition, change d'objet, change d'orientation et qu'elle se lie très fortement avec les questions écologiques. Charlotte Dunoyer, je vous laisse la main. Oui, Léonie. Bon, je suis une scientifique un peu particulière parce qu'à l'ANSES, en évaluation de risque, on ne choisit pas ses sujets. C'est-à-dire que l'agence reçoit des saisines, c'est-à-dire des questions d'évaluation de risque de la part des ministères ou d'autres organisations, y compris non gouvernementales d'ailleurs, et elle doit y répondre. Donc, comment se situe notre engagement par rapport à ce One Health? Je dirais qu'il se situe dans nos méthodes, qui doivent viser la plus grande transparence possible d'abord, et puis une approche d'ouverture de toutes les recherches scientifiques, une ouverture à toutes ces recherches. Alors, je vous ai déjà parlé de l'expertise collective interdisciplinaire, je n'y reviendrai pas, mais nous avons aussi à cœur d'intégrer les sciences humaines et sociales dans les expertises, de mettre en place des structures de dialogue avec les parties prenantes pour un meilleur questionnement de nos méthodes, pour comprendre aussi les questionnements des parties prenantes, et puis la mise en œuvre de directions scientifiques transversales à l'agence pour justement faciliter le travail à la fois horizontal et vertical. Mais je voulais souligner quand même un point aussi, c'est que face à des dangers émergents ou à des nouveaux questionnements qui justement demandent une approche globale de type One Health, on constate souvent une absence assez redoutable de travaux scientifiques. Nous qui recherchons à chaque fois l'état des connaissances à un moment donné, il faut vraiment se dire que, bon, alors sur les dangers émergents, ça n'est pas très étonnant. C'est sûr que quand c'est une émergence vraie, la science est en train de se faire. Mais sur des questionnements justement qui nécessitent d'être beaucoup plus globaux, eh bien, on trouve finalement très peu de références scientifiques. Alors ça interroge autre chose. Ça pose la question de l'orientation des recherches et de leur financement. Alors là-dessus, que fait l'agence? Elle peut agir dans certains domaines en s'impliquant par exemple dans des initiatives de collaboration européenne ou internationale, comme par exemple le JP One Health.
Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y a beaucoup à faire dans ces domaines. Oui, merci Charlotte pour ce point de vue. C'est vrai que du point de vue en tant que chercheur à INRAE, on a une latitude un peu plus grande pour le choix des sujets de recherche, mais on est bien conscient que finalement cette science, elle est issue d'un rapport de force qui sont aussi avec des éléments extérieurs à la science, le financement des recherches, les poids politiques, les intérêts économiques, la dynamique des disciplines, et que les sujets une seule santé qu'on pourrait aborder sont aussi soumis à ce type de pression. Et donc, il faut prendre en compte ces rapports de force pour faire évoluer la situation et s'emparer des sujets complexes et interdisciplinaires. Et dans une certaine mesure, on peut penser aussi que ces grandes questions, c'est intéressant d'inclure les citoyens et la société civile parce qu'elles impliquent des choix qui engagent la collectivité entière. Et donc notre rôle en tant que scientifique, chercheur, c'est d'aller vers ces sujets complexes, multi-échelles, multifactoriels, pour comprendre, poser les méthodes, comprendre comment ils fonctionnent, les décortiquer les mécanismes. Et c'est là-dessus que la méthode scientifique, la recherche est basée sur l'observation des faits, l'analyse, l'interprétation et l'évaluation par des pairs. Et pour ça, on a besoin de temps, on a besoin de contextualiser et on a besoin aussi de débats contradictoires. Si je parle de mon rôle en tant que scientifique, en tant que chercheur, je peux en parler aussi peut-être du point de vue un peu plus personnel, puisque l'approche Une seule santé, ça interroge aussi notre cohérence et intégrité au niveau professionnel, comme on l'a dit, le choix des sujets, mais aussi quel impact environnemental ont les recherches que je mène, et aussi du point de vue personnel, parce que les deux compartiments ne sont pas étanches. Et donc, on doit se donner une ligne de conduite qui adopte une démarche à la fois responsable socialement et environnementalement à tous les niveaux, et aussi en reconnaissant la responsabilité passée qu'ont eu nos sociétés sur l'exploitation des humains et des ressources naturelles dans le monde pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Merci Gwenaëlle. Moi, je vais peut-être juste compléter, toujours dans le même sens, sur le côté des financements qui vont forcément avoir un impact sur ce sur quoi on peut faire la recherche. Si on a 10 questions et qu'on arrive à en financer que 3, forcément, c'est celles-là qui vont être le plus développées. Et du coup, moi, je voulais revenir sur ce besoin qu'on a de travailler sur le long terme et le besoin du coup qu'on a d'avoir aussi des financements récurrents, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'appels à projets, de comment on va orienter ces appels à projets sur le One Health, mais pour faire du long terme, on ne peut pas être que sur de l'appel à projet. Nous, par exemple, à la Tour du Vala, on va travailler beaucoup sur des suivis individuels qui se font sur des décennies. Vous imaginez bien que sur des décennies, on n'arrivera pas tous les ans à financer ce suivi long terme, et c'est seulement parce qu'on a des fonds récurrents qu'on peut avoir un suivi long terme. Donc, il faut avoir des appels à projets qui sont aussi orientés sur ces questions-là, mais il faut aussi avoir la capacité à faire des recherches sur le long terme avec des budgets récurrents. Et puis, juste une autre remarque sur notre rôle de scientifique. Bien sûr, le cœur de notre travail, c'est de justement créer de la connaissance et partager cette connaissance entre scientifiques. Mais comme l'a dit Gwenaëlle, on peut aussi aller vers la société civile, aller vers les citoyens, vers les acteurs du territoire et échanger avec eux sur nos résultats, mais aussi sur nos protocoles, sur les questions que l'on va choisir. Donc, ce lien aussi avec la société, c'est à nous de le construire et on ne peut pas rester seulement entre scientifiques. Merci Marion. J'aimerais apporter effectivement un éclairage, c'est la question que Léonie nous pose. C'est en pratique comment on fait, parce que du concept à l'action, il faut qu'on arrive à le mettre en œuvre. Hein. C'est notre responsabilité, c'est notre envie et notre responsabilité. Moi, je voyais plusieurs points dans un plan d'action qu'on pourrait effectivement mener. C'est un premier point qui est tout simple, mais c'est que l'affichage du concept de santé globale soit un vrai affichage pour les professionnels de santé, ce soit un vrai sujet, ce ne soit pas un sujet périphérique. Aujourd'hui, ça reste un sujet périphérique, c'est un sujet un peu de culture sociétale, mais ce n'est pas forcément un sujet de pratique quotidienne. Et ça fait une grande différence, parce que ça veut juste dire que vous ne l'intégrez pas forcément dans votre pratique. Quand je dis pratique, je pense à mes étudiants aussi, hein, dans la pratique de formation initiale et continue. Ça, c'est le premier point. C'est simplement de l'affichage et de la conviction. Mais c'est fondamental. Hein. Dans la relation humaine, la conviction est fondamentale. Le point 2, qui me paraît là très opérationnel, c'est proposer une formation initiale, une formation continue qui intègre
le domaine de la santé environnementale. Ça peut paraître bizarre, mais ça n'existe pas, ou très peu, très peu. Il y a quelques facultés de médecine, j'avais fait un inventaire national, il y a quelques facultés, il y a Lyon, il y a Strasbourg, et c'est aussi pour ça qu'on est là, qui ont intégré, et Bordeaux, qui ont intégré, il y en a d'autres, hein, je ne veux pas citer tout le monde, mais qui l'ont intégré, mais c'est loin d'être une règle générale. Et dans la plupart des cas, ce sont d'ailleurs des enseignements non obligatoires, hein. Ce sont des enseignements qu'on fait, que les étudiants viennent faire pour le plaisir. La troisième chose qui a déjà été évoquée, mais il faut passer à l'action, c'est effectivement mettre en œuvre des stratégies de recherche pluridisciplinaires. Moi, je ne me souviens pas, ou très peu, sauf peut-être dans le domaine de la maladie de Lyme, où là, on est vraiment dans une zoonose de préoccupation citoyenne, mais en dehors de ce cas-là, je n'ai pas beaucoup d'autres exemples où on a interagi avec des vétérinaires, des écologues. Or, les vétérinaires, ils s'occupent de santé animale, ça paraît étonnant, presque incroyable aujourd'hui, qu'il n'y ait pas plus d'interaction. Mais vous l'avez tous dit, l'interaction existe parce qu'on se rassemble dans le cadre d'un projet. Et pour ces projets, il faut des appels à projets, il faut des financements, enfin, il faut des outils. Donc là, je crois qu'on peut vraiment avancer. Ça a été dit aussi, bon, mon point suivant, c'est la capacité d'interagir avec les collectivités, les acteurs de la société civile. Ça a été beaucoup négligé, chacun dans son monde, l'université dans le sien, la société civile dans le sien, et peu d'interaction. Aujourd'hui, on a des expériences très intéressantes. On en a une à Strasbourg d'ailleurs, un comité que j'anime qui s'appelle Sciences, Santé et Société, Strasbourg, 4S. C'est un comité où justement on peut échanger avec les citoyens, les gens de la ville et les collectivités pour essayer de partager en fait des problématiques dites de santé publique et de prévention. Les deux derniers points, c'est des points extrêmement opérationnels et qui sont symboliques, mais dans nos universités et nos facultés de santé, on pourrait parfaitement, et on le fait aujourd'hui, adapter la gouvernance aux enjeux environnementaux. C'est tout bête, hein, mais par exemple, créer une commission développement durable, une commission santé environnementale et mettre en place des plans d'action pour un développement durable dans les hôpitaux et les universités, c'est symbolique, mais ce n'est pas que symbolique, parce que ce sont des plans d'action qui vont agréger les étudiants autour d'actions et de causes communes. Et c'est comme ça qu'on va entraîner finalement le monde de la santé en l'éduquant au sens noble, dès la formation initiale, par des actions concrètes, des actions de terrain. Donc moi, je crois vraiment à ça. Ça n'est pas mis en place et l'objet est de développer toutes ces actions ensemble. Merci beaucoup. Alors, il nous reste très peu de temps, donc on va synthétiser tout cela en se demandant aujourd'hui quel est le bilan, qu'est-ce qu'on peut dire de notre situation actuelle et quelles sont les urgences selon vous, si vous deviez vraiment le résumer, quelles sont les urgences très succinctement, s'il vous plaît, en quelques secondes. Je vous écoute. Merci Léonie. C'est vrai que l'enthousiasme nous a entraînés dans des débats, mais je pense que c'est la passion du débat est normale. Moi, si on joue le jeu d'une petite conclusion en 30 secondes, c'est ce qu'on s'était dit tous ensemble. Moi, je crois qu'il y a 4 points, en tout cas, pour l'évoquer en premier. C'est l'affichage symbolique pour tous d'une approche santé globale, pour l'ensemble des partenaires du domaine de la santé humaine ou animale. La deuxième chose, c'est vraiment se mobiliser pour une prise de conscience collective, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Troisième point, c'est vraiment mettre en place des actions transdisciplinaires, pluridisciplinaires, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la formation. Et le dernier point qui me tient particulièrement à cœur, et avec Pierre Souvé, Gilles Pipien, on y tient beaucoup, et c'est un atelier qui va être débattu, c'est proposer un référentiel de formation santé globale pour l'ensemble des professionnels de santé. Et ça n'existe pas, c'est tout bête, mais si ça existait, finalement, on pourrait se retrouver sur un programme, non pas commun, le terme a déjà été utilisé, mais un programme partagé. Et je pense que ce serait une avancée très concrète, très pratique, et j'espère qu'on pourra la mettre en place ensemble. Oui, alors moi, je vais aller directement droit au but puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Si je dois essayer d'obtenir quelque chose en urgence, c'est de jouer sur la pérennité de notre expertise collective interdisciplinaire. Parce que vouloir fonder les travaux de l'agence sur le travail collectif d'experts extérieurs qui proviennent de tous les horizons nécessaires, ça suppose déjà d'être capable d'attirer ces experts dans nos comités scientifiques et nos groupes de travail. Or, ces experts, si vous l'avez compris, ont déjà un métier, c'est-à-dire qu'ils font cette expertise collective en plus de leur métier. Et pour qu'eux-mêmes et leur hiérarchie
acceptent cette activité supplémentaire, il faut qu'elle soit valorisée. Donc aujourd'hui, l'expertise collective interdisciplinaire n'est pas assez reconnue dans les critères d'évaluation de la carrière d'un scientifique. Et c'est l'un des aspects qui pourrait être beaucoup mieux pris en compte et qui serait nettement favorable au croisement des disciplines et donc à l'approche One Health. Merci beaucoup. Gwenaëlle, c'est à vous. Alors, pour synthétiser, je dirais qu'on est face au concept d'une seule santé, qu'on pourrait dire c'est un objet désirable mais inconnu. Et donc, c'est compliqué d'aller en pratique. Mais d'aller en pratique, c'est essayer aussi de contrer la séduction de l'abstraction du concept pour s'ancrer justement dans le concret. Et une seule santé, c'est à la fois planétaire et complètement global. Donc, du point de vue de la recherche, on a besoin des études à long terme et vraiment interdisciplinaires et de monter ça à tous les niveaux. Et du point de vue vraiment pratique, qui intègre la recherche et d'autres composants, je trouverais que ce serait intéressant de mettre en place des territoires une seule santé, où justement tous les enjeux et interdépendances sont pris en compte, des interdépendances locales mais aussi déportées, comme la déforestation importée, et on essaierait d'expérimenter les problèmes et les solutions, les interrelations entre recherche et action. Et ces territoires, une seule santé aussi, pourraient nourrir finalement le sens de l'action, la motivation et l'envie de faire évoluer les esprits et les comportements. Merci beaucoup Marion. En 30 secondes, s'il vous plaît. Oui. Pour finir, moi, je voudrais revenir à l'humain. Je crois que c'est Jean qui disait au début que les relations humaines sont vraiment importantes, et y compris entre nous. C'est-à-dire qu'un enjeu, c'est vraiment de se connaître entre nous, entre secteurs, de se reconnaître dans notre complémentarité, dans le besoin qu'on a de travailler ensemble. On est très différents, on a des fonctionnements différents, mais il faut qu'on travaille ensemble, et le faire de manière régulière sur des projets de conservation, d'aménagement, etc., nous permettra de le faire de manière plus efficace et plus naturelle lors des crises et, in fine, de prévenir au mieux ces crises. Merci beaucoup. Alors, on se quitte là-dessus sur ces belles perspectives et ces propositions très concrètes, et je vous laisse la main. Merci à tous pour votre écoute.